Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Alors déjà, présente-toi. Je m'appelle certes Mathurin, j'ai 35 ans, je suis humoriste, auteur et producteur de spectacles. Tu veux que je dise quoi d'autre? Ce que tu veux. Je suis Scorpion, je suis né le 11 novembre 86, un jour de paix. Genre vraiment identité totale. Ouais, de fou. J'aime bien ma date de naissance, 11-11. D'ailleurs, c'est mon chiffre préféré, le 11. Ok. Et du coup, t'es producteur. Ouais. Est-ce que déjà tu peux définir un peu ce qu'est le métier de producteur? Parce qu'on entend beaucoup ça, mais... Ok. Après, je pense qu'effectivement, en fonction des métiers, c'est pas la même chose. Moi, je suis producteur de spectacle. C'est-à-dire que je produis des contenus autour de l'humour toujours. Donc, je produis 3 types de formats, on va dire. Le premier format, c'est les spectacles. J'ai une marque qui s'appelle le One More Joke, par exemple. C'est une marque événementielle. On produit des spectacles de stand-up. Donc, l'élément fort, c'est la marque. Par exemple, on en produit à la Tour Eiffel, au Louvre. On en a produit au Grand Rex, au Cercle d'Hiver. Et dedans, on a des humoristes qui viennent. Il y a eu des gens comme Roman Fressinet, je sais pas moi, Fari, Jason Brokers, Jimo, des gens comme ça, Tania Dutel, Charles Soignon. Et donc là, on produit les spectacles. C'est-à-dire que les humoristes viennent au spectacle et c'est dans un lieu. Et la vibe, c'est qu'on se dit qu'on n'est pas là juste pour faire une soirée, mais pour créer un souvenir. Donc il y a une DA, il y a de la musique avec. Donc ça, c'est un spectacle. C'est une marque. Comme Solidays, c'est une marque. Tu vois, c'est un festival, mais c'est une marque avant tout. Donc je produis des spectacles en dur. Après, je produis des contenus également. Je produis le Sisplay Comedy Show, par exemple. Donc ça, c'est un contenu audiovisuel. C'est pour une télévision. Donc c'est un spectacle, sauf que c'est de l'audiovisuel. Et je produis également des contenus humoristiques. Par exemple, je produis une série, ça va? Ouais, ouais. Une série qui s'appelle En gradin pour Free. Donc là, j'ai écrit les vannes, j'ai écrit le scénario, et après, on donne le contenu, il donne une certaine somme, et on donne le contenu final, qui est une série de 20 épisodes. Donc tu vois, tu peux... ça est de la production. C'est d'être dès le début jusqu'à la fin. Tu dois produire un contenu final à la fin. Soit un spectacle, soit une série, soit un programme. Et c'est ça, la production. Alors, j'ai plusieurs questions par rapport à ça, mais la première, tout bêtement, tu vois, par exemple, dans le milieu de la musique, Ouais. le producteur, c'est lui qui met l'argent. Est-ce que dans ton cas, c'est ça aussi? Ou c'est vraiment juste la production du contenu? Non, ça dépend. Les spectacles, c'est moi qui mets l'argent. Donc, parce que c'est ma marque. Donc, si je veux, faut que je loue le théâtre, faut que je paye les humoristes, faut que je paye la communication. Donc, dans ce cas-là précis, c'est tu produis, donc tu prends le risque, tu gagnes ou tu perds. Dans spectacle vivant, c'est toi qui mets l'argent. En audiovisuel, en général, c'est une commande. Donc, tu reçois l'argent et ensuite tu produis le contenu. Donc, ça dépend. En spectacle vivant, c'est moi qui mets l'argent. En audiovisuel et en série, c'est toi c'est le client qui paye. Ok. Ce qui m'intéresse souvent dans les profils comme les tiens, c'est quand tu fais un métier et que t'es derrière et devant, Ouais. si je puis dire, ce qui m'intéresse moi souvent, c'est de savoir comment tu arrives à vraiment séparer les deux, autant que pour toi pour les autres. Ouais. Je m'explique. Tu dois produire un humoriste ou un contenu. Tu sais ce que ça coûte, toi, en tant que créateur, de faire ce contenu, d'écrire des vannes, tu vois. Et en même temps, tu sais ce que ça coûte en tant que producteur et que ça coûte cher et tout. Comment tu arrives à séparer les deux pour laisser la liberté à l'autre ou en tout cas pour pas perdre toi aussi en tant que producteur? Tu mélanges un peu le cœur et la tête. Je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui aiment bien bosser sur les trucs que je peux produire parce que tu sais faire en sorte que tu crées un spectacle ou un contenu que tu aimerais voir. Et que si jamais moi on m'appelait en tant que humoriste, j'aimerais bien qu'on m'accueille comme ça, que je sois pas trop mal payé. Donc en fait, je pense que le fait que je sois humoriste, ça fait que je produis mieux. Je pense. Et inversement, le fait que je sois producteur, ça me force à être un très bon humoriste. Parce que j'ai pas le choix d'être... Si je suis mauvais humoriste et que je produis, j'aurais pas la crédibilité. En fait, les deux m'alimentent et me forcent à être bon dans les deux, et en mettant et du cœur et de la tête dans les deux. J'ai l'impression d'avoir trouvé le bon équilibre. Après, ça me force à travailler beaucoup plus, parce que je dois continuer à être bon et sur scène, mais les deux s'alimentent. C'est quoi qui est venu qui t'a amené l'envie de produire?
J'ai commencé par la production et ensuite la scène. Ah! Parce qu'en fait, à base, j'avais un resto. Il y a 10 ans, j'avais un resto sur les grands boulevards. Et on produisait il y avait des spectacles. C'était un bar à pizza avec deux potes à moi d'enfance. C'était en face du Jamel Comedy Club. Et en haut, on avait une petite salle. On dit, un jour, on vient, on fait des concerts et du stand-up. Donc, on a fait venir des humoristes comme ça. Il y a des gars qui venaient à peine de commencer, comme Lenny Mbunga, Paul Taylor, Alex Nguyen, Farid, des gens Boone qui venaient souvent et tout. Et en fait, à force de voir les humoristes monter sur scène, j'ai dit, ah, viens, on essaie pour voir ce que ça donne et tout. Et j'ai écrit des vannes, c'était nul. Et quand on a fermé le resto, l'adrénaline de la scène, en fait, et à force de voir des gens, je me suis dit, tiens, viens, on essaie. Et je suis parti au Panama Café à l'époque. Il y a un mec, il y a Paul Serré qui m'a fait venir un petit peu dans les Def Jam du Jamel Comedy Club. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc c'est d'abord la production, et ensuite j'ai fait de la scène. C'est intéressant, et ça me pose la question de comment... souvent, on demande aux gens comment ils démarrent, tu vois, et moi, je demande souvent aux gens comment vous avez démarré et tout. Mais là, toi, tu as vu des gens en direct, tu les as fait venir pour ce truc-là, et tu t'es dit, ah, je peux tenter. Est-ce que c'est vraiment ça? Tu t'es vraiment dit que c'est accessible autant que ça? Non, bon, je pense qu'il y a peut-être un truc déjà, enfin, je vais pas faire de la psychologie de moi-même, mais déjà, si je voulais qu'il y ait du stand-up, c'est peut-être que au fond de moi, je sais que j'aimais ça, je voulais peut-être en faire, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être des petites étapes que tu te mets avant de... C'est peut-être pas... Si j'ai ouvert un resto et que, en face du diabète, il y a peut-être plein de raisons inconscientes qui fait que j'ai toujours écrit. Mais il y a des métiers, enfin, comme la scène et tout, tu te dis... en fait, c'est marrant que tu me fasses réfléchir à ça, c'est que je pense que dans tout ce que je fais, je mets plein de petites étapes pour me faciliter le chemin sans m'en rendre compte. Et au bout d'un moment, en fait, ça devient une évidence. Donc je pense qu'en fait, c'était logique. Quand j'ai fermé le resto, c'était sûr que j'allais continuer à faire de la scène. Parce qu'on disait que c'était juste une étape, en fait, avant d'arriver là où je voulais vraiment être. Et même la scène, franchement, c'est le métier le plus incroyable que je peux faire. Et je crois que c'est aussi une étape à quelque chose qui ira après. Ah ouais? Ouais. T'as d'autres idées pour après? Je sais pas si... On va pas en parler maintenant. Ok. Que, tu vois, vraiment, il y a un truc qui est un peu différent avec... moi, je fais du théâtre, tu vois, comme je t'ai dit. Je rencontre rarement des gens qui... Forcément, quand tu as envie de faire un métier, c'est que tu as vu les gens sur scène. Moi, j'ai vu du théâtre et du coup, ça m'a donné envie d'écrire à la base, moi, plus de jouer. Mais ça m'a donné envie, tu vois. Mais c'est rare les gens qui se disent, pour certains métiers, je le vois, je peux le faire. Et ils se lancent. Parce que les gens se rendent compte quand même que bien sûr, c'est de la pratique et tout. Pour le stand-up, il y a un peu ce truc, mais je crois pour le public aussi, tu vois, c'est accessible. Tu vois le truc? Et je te dis ça, en plus, moi qui est sur scène, mais dans un autre métier, le premier truc qu'on me dit, à chaque fois que je dis je suis comédien, ah, tu fais du stand-up. Comme si tout le monde qui est sur scène, il peut en faire ou il en fait. Tu vois le truc? Bah, il y a ce truc, il y a des secteurs où il y a des barrières à l'entrée qui sont très fortes. C'est pas le cas dans le stand-up, on va pas se mentir, c'est comme du rap, c'est un art brut. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que on est 100 à commencer. Moi, ça fait 8 ans que je fais ça, et sur ma génération, bah, il en reste 10, même pas. C'est ça en fait, c'est un sport. C'est que pour faire du foot, t'as juste besoin d'un ballon. Mais pour devenir un footballeur professionnel, tu te rends compte que c'est plus que ça, c'est beaucoup de travail. Donc il n'y a pas de barrière à l'entrée, enfin elles sont limitées. Il y en a quand même une, hein, c'est rare qu'une des peurs les plus importantes d'un être humain, c'est parler devant des gens, parler en public. Faut déjà vaincre cette peur-là avant de monter sur scène. La plupart des gens, ils veulent même pas, ils ont peur. Après, il faut écrire, après, il faut jouer, après, faut te distinguer, après, il faut avoir un angle, après, il faut avoir une perception. Donc, c'est plein de trucs qui vont s'ajouter, qui vont faire que tu vas pouvoir commencer facilement, mais que tu vas disparaître au bout de très peu de temps. Alors, par rapport à ce que tu dis, par rapport à la peur de la scène, c'est vrai, forcément, parce que tu te parles devant des gens et c'est compliqué pour tous les êtres humains. C'est pas normal. C'est pas naturel. C'est pas naturel. En même temps, est-ce que tu seras d'accord avec moi? C'est souvent ce que je dis, moi. Moi, à la base, j'ai pas commencé sur scène. J'ai commencé derrière en écrivant. Tu vois, je voulais même pas jouer. On m'a proposé de jouer, j'ai dit ok, j'ai commencé à jouer. Le problème, c'est que c'est devenu une drogue. Ouais, bien sûr. La scène? La scène, c'est une drogue. C'est un truc de fou. C'est une drogue. C'est physiquement une drogue. Il y a de l'adrénaline que tu ressens, c'est physiquement une drogue. Et en fait, tu peux plus t'arrêter. Donc, tu vois, moi, je dis aux gens, là, le confinement, ça m'a pas tué que parce que je bossais pas et qu'il faut de l'argent. C'est j'étais en manque de monter sur scène, de me vautrer, de voir des gens, littéralement. De tout. C'est vraiment... J'étais en Afrique du Sud, il y a juste un peu avant le confinement, en février 2020, je crois, le truc, et j'étais... je parle anglais, mais tranquille. Et ça faisait un moment que j'avais pas joué, j'étais avec mon ex, je me souviens.
J'ai fait du stand-up en anglais. Je vois un comedy club, je peux pas être dans un endroit avec voir un comedy club et ne pas monter sur scène. Parce que tu veux y aller, tu veux ressentir le truc et tout. Donc ouais, quand t'as commencé, après c'est compliqué. Si t'arrêtes, c'est là où je te dis que beaucoup de gens commencent parce qu'ils ont envie de tester le truc, mais tout le monde n'est pas capable de gérer cette addiction. Entre Ouais, guillemets. grave. Mais tu vois, pour en avoir parlé avec des stand-uppers, peut-être débutants, du coup, peut-être c'est pas la même vision, et tu vas m'éclairer là-dessus. Mais qui me disait par contre que quand t'arrêtes, au stand-up en tout cas, et que tu dois remonter, quand t'arrêtes pendant un moment que tu dois remonter, cette adrénaline, cette drogue-là, elle est remplacée par une peur qui peut être presque tétanisante. Ah ouais, clairement. D'ailleurs, c'est pour ça que il n'y a pas beaucoup de stand-uppers qui arrêtent longtemps, ça arrive pas très... On continue un peu tout le temps. Et surtout notre génération-là, où on est né comme ça, en fait, le stand-up a pas mal évolué. Toi, les stand-up de Amel Chabi du Jamel Comedy Club du début, ils jouaient pas autant que nous. Nous, je peux montrer à tes auditeurs un planning d'un humoriste aujourd'hui, ça n'existait pas ça avant. En Orange, c'est des spectacles. Ok, il y a beaucoup. Il y a beaucoup, toi, et en fait, on est habitué à être comme ça tout le temps. Donc maintenant... Un humoriste qui arrête des mois, c'est quasiment impossible. D'autant plus que le stand-up, il se développe, quel que soit l'endroit où tu vas aller sur Terre, si ça parle français ou tu vas jouer. C'est sûr que tu vas jouer. Alors, tu parlais d'Amel Chabi et du stand-up un peu à l'ancienne, Jamel Comedy Club, parce qu'on a tous, en vérité, notre génération... Ouais, c'est notre référence. On a connu ça, bien sûr. Tu vois, on a connu même le reste après, tu vois. C'est quoi la différence entre votre génération et cette génération? Parce qu'ils étaient aussi bons, pourtant ils jouaient moins. Enfin, la leur, c'était que c'était une troupe, c'était une vraie équipe. En fait, ils étaient 10, et c'était eux le stand-up français. Et c'était que eux qui tournaient avec cette marque-là, et ils étaient tout le temps ensemble. Nous, mais il y avait pas... Alors je t'arrête, excuse-moi, mais il n'y avait pas qu'eux qui faisaient du stand-up à l'époque. Non, clairement. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'était eux qui étaient les plus visibles. En fait, comme c'était les plus visibles et qu'il n'y avait pas encore de lieu, c'est quasiment les seuls qui jouaient. La chaîne, il y a des gens comme Seb Melia ou Bounaimin qui sont là depuis, ou Mathieu Madénian depuis une quinzaine d'années, qu'on voyait pas, qui étaient déjà là à cette époque-là, mais qu'on voyait. Seb, il a fait le Jamel Comedy Club d'ailleurs, mais la saison 1 ou 2 d'ailleurs, mais en fait, si t'étais pas dans le Jamel Comedy Club à l'époque, tu jouais quasiment pas. Il n'y avait pas de lieu pour ça. Mais ok, avant le Jamel Comedy Club, ou en tout cas même pendant, ceux qui jouaient, d'une, ils jouaient où? Et deuxièmement, en vrai, la vraie question que je me pose, c'est par rapport à ce que tu as dit, je m'appuie sur ce que tu as dit, hein, c'est que tu as dit, nous, on est une génération, on joue tout le temps. Pourquoi ces mecs-là étaient aussi forts, sans jouer autant? Et du coup, ça donne une question subsidiaire, c'est pourquoi vous avez besoin de jouer autant si vous pouvez être si fort sans jouer? Alors, je vais dire je pense honnêtement, je fais la première partie de Fabrice Eboué, il joue son nouveau spectacle au Théâtre Le Lieu, je suis dans la loge avec lui et il va monter sur scène. Et là il me dit mais comment j'ai fait pour faire ce métier sans jamais tester mon spectacle avant? Parce qu'en fait ils pouvaient pas, c'était même pas, ça existait pas. Donc, mais maintenant ils le font plus. Là Fabrice il joue au De Jazet, il vient de terminer, il a bossé dans un comedy club comme nous on pouvait faire et son spectacle il est mieux. Ok. En fait, c'est simplement qu'il n'y avait pas d'élément de comparaison. Je dis pas que leur spectacle n'était pas bien, mais il y avait une espèce de fraîcheur de nature. Il n'y avait pas de comparaison, en fait. Je dis pas qu'ils étaient moins bien leur spectacle, pas du tout. Déjà, il n'y avait pas tous qui avaient un spectacle. Mais quand t'as moins de comparaison, c'est plus... ça a l'air mieux aussi. Et puis t'as ce côté frais, tu découvres. Je peux pas te dire, c'est le temps qu'il fera et tout, qu'il dira. Mais est-ce que le spectacle les spectacles de 2007-2008... s'ils faisaient le même stand-up aujourd'hui, ça marcherait. Je suis peut-être pas sûr, hein. Parce que les temps ont changé. Avant, on pouvait dire des trucs qu'on peut plus dire aujourd'hui. Sur les communautés, c'était beaucoup plus... aujourd'hui, ces vannes-là, il y a des hashtags... Donc ça, c'est pas la même époque. Je vais faire l'avocat du diable. Hein. Dis-moi. Après, on va parler plus de toi, parce que j'ai des questions aussi pour toi. Vas-y, dis-moi. Plus précises pour toi, mais un bon spectacle... Ouais. Et je dis ça avec des références en tête, hein, mais un bon spectacle, dans le temps, il tient. Quelles que soient les polémiques, quelles que soient... Il tient, tu vois, genre, il y a un spectacle que moi, je regarde souvent sur YouTube, qui me fait toujours marrer. C'est le premier de Thomas Njijol, par exemple. Ok. Tu vois, à la sortie du Jamel Comedy Club, son premier spectacle, frère, il est je l'ai pur. regardé il y a 5 mois, il me fait marrer, il a 10 piges de spectacle. Tu vois, la première du Jamel Comedy Club, je crois, c'est au Casino de Paris, je crois, ils sont tous là, troupe là. Il est incroyable. Il est grave drôle, tu vois. Et Fabrice Eboué, pareil, son premier, il est grave drôle. Ils sont forts. Eux, c'est des gens forts, en fait. Ils sont forts. Jamel a repéré des gens forts, en fait.
D'ailleurs, c'est pour ça que tous ces artistes, ils sont tous toujours là. Ils sont tous Blanche Gardin, Yacine Bellous, Dedo, Jamel, Fabrice, Thomas. Enfin, ils sont toujours là. Ils sont forts, en fait. C'est pour ça que pour moi, ce truc de. Il y en a qui ont arrêté que tu ne connais. Que leur nom. C'est même plus. Ouais, bah forcément. Ouais. Forcément. C'est obligé que ça filtre, même Bien dans sûr. un groupe aussi hétérogène, tu vois. Mais. Genre. Tu vois, les premiers spectacles. Tu vois, je regardais Jamel, le premier, où il est habillé tout en jean. Là. Ouais. Si tu l'as vu une fois, Ouais. t'es obligé de le regarder 10 piges. Non, mais en fait, je pense que c'est un peu comme le rap où tu peux faire. Là, aujourd'hui, si tu fais du rap, disons, parce que le métier d'humoriste, c'est un métier d'auteur. Je vais comparer avec des mecs qui savent écrire. Ouais. J'aime bien Niska et tout ça, mais tu vois, bon, c'est un autre rap, quoi. Ça engage que toi. Hein? Ouais! Non, mais évidemment, ça engage que moi. Je rigole. Mais dans le sens où c'est comme si les gens ils écrivent d'une certaine manière aujourd'hui et qu'avant tu aurais pu écrire des rimes beaucoup plus basiques entre guillemets, mais elles sont stylées donc intemporelles. Je sais pas comment t'expliquer. Je vois. Aujourd'hui t'as des mecs comme Nekfeu ou je sais pas quoi qui écrivent hyper bien. C'est-à-dire que c'est presque pas comparable. Ok. Tu vois, c'est presque pas comparable. Ok. C'est tout le contexte fait que même la création, c'est une autre création. Ouais, du c'est coup, ça. plus... C'est ça. C'est pas la même musique. Ok. C'est comme si, je sais pas, c'était bien la dance à l'époque. Mais aujourd'hui, de la dance, ça marcherait moins bien, tu vois. Ouais, bah, tu vois ce que je veux dire? Clairement. C'est pas que c'était pas bien, c'était juste bien à l'époque, quoi. Ouais, clairement. Là, t'arrives, tu mets Mario Winans. Je sais pas, sort qui les gens veulent dire qu'est-ce qu'il veut. Ouais. Tu vois? Déjà, là, on a perdu la moitié parce qu'ils ont 20 piges. Ça Ouais, pas de compas. ok. Non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Très bien. Mais par contre, c'est là la question qui est un peu plus personnelle pour toi. Dis-moi. Et on m'a dû te la poser celle-là, mais Ouais. le fait de jouer autant, Ouais. est-ce que ça perd pas un truc et est-ce que ça crée pas une forme d'habitude qui est... Parce que le fait de répéter, moi je comprends, dans mon métier on le fait. Tu vois, nous avant de sortir un spectacle, tu vois là je suis en création pour une pièce, on a commencé la création fin novembre, on doit jouer juillet 2023. Ouais. Je connais ces temps longs de création, tu vois. Et j'en parlais hier avec des potes, tu vois, mais la dernière fois qu'on a répété, le metteur en scène il nous a fait répéter 2 phrases pendant 7 heures. Ouais, relou. C'est le taf. Ouais. Je connais ce truc-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc... Mais nous, on ne livre pas. C'est ça que je veux dire. Tu vois, nous, on ne livre pas. Parce que la version finale qu'on va livrer sur scène, c'est une version finale. Ouais. Vous, j'ai l'impression qu'en jouant autant, vous livrez des versions finales tout le temps à répétition, tu vois. Il n'y a pas un truc d'usure, il n'y a pas un truc qui s'évapore. 2-3 points. La première des choses, c'est que on fait de l'art, c'est de la métier artistique, hein, mais c'est un taf. Donc déjà, première chose, c'est que chaque truc spectacle, c'est de l'argent. C'est un travail, donc c'est ton salaire aussi. Donc déjà, si tu en mets moins, bah tu gagnes moins. Premièrement. Donc il y a des gens qui répètent effectivement. Après, moi, je réponds pour moi, mais là, je essaie de répondre en général. Ils se disent, il faut que je fasse 30 spectacles dans le mois, à 50 € en moyenne, ça va me faire 2300 €. C'est ta manière de gagner de ton argent. C'est comme si, je sais pas, moi, tu donnes des cours à domicile, bah, plus tu donnes de cours, plus tu fais un salaire. Donc il y a cette partie-là, qui est non négligeable. La deuxième, c'est que, pour moi, là, je vais répondre pour moi, je répète pas tout le temps la même chose. Quand je monte sur scène, je sais même pas ce que je vais dire. Enfin, je connais jamais les premiers mots qui vont sortir de ma bouche. Parce qu'en fait, ça me donne cette énergie un peu tout le temps. Et en plus, on a une époque où c'est Internet qui nous force à être comme ça aussi. C'est que les gens, pour qu'on ait des followers, ils veulent du contenu. La seule manière qu'on puisse produire du contenu drôle régulièrement, c'est qu'on les teste. Donc en fait, quand tout à l'heure, je vais monter sur scène, ça fait 3-4 jours, j'ai essayé un nouveau sketch. Bah, en fait, c'est un nouveau sketch. Il sera prêt dans 10-15 passages. Et là, j'en suis à 3. Hier, j'ai joué, c'était pas ouf. Tout ce soir sera un peu mieux, demain sera un peu mieux. Et dans une semaine, sera bon. Ok, c'est bon, je peux le poster. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a un livre, une chanson, du théâtre. Vous travaillez, après c'est fini. Nous, c'est un taf de perpétuel. C'est ce qui est cool et pas cool, c'est qu'on n'a jamais vraiment fini. Quand un spectacle est terminé, quand tu l'as capté en vidéo et qu'il est sur YouTube, sur DVD, en DVD, sinon, il change tout le temps. C'est le stand-up. C'est pas un peu...
comme tu m'expliques, c'est un peu le jeu, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu désagréable ça? Bah, De quand je devoir dis tout le temps modifier. tout le temps, c'est que le spectacle, il y a deux choses. Déjà, dans notre métier, il y a deux choses. C'est qu'il y a le Comedy Club, qui est là où tu fais 5, 10, 15 minutes, et ton spectacle, qui sont deux offres différentes. J'aime bien dire en comparaison, souvent les gens, ils pensent que quand ils nous voient sur un Comedy Club, ils disent ouais, j'ai vu ton spectacle. Ils n'ont pas vu le spectacle. C'est comme si t'as écouté une chanson d'un artiste, t'as pas écouté l'album. C'est un peu ça la comparaison. Bah, le spectacle, la structure, elle restera la même, tu vois, il est écrit comme un livre, la structure, elle restera la même. Par contre, en bossant sur les comedy clubs, tu te rends compte que, ah putain, c'est un peu mieux ça, donc tu vas changer un peu le spectacle. Mais le début, le milieu, la fin, sont la même. C'est écrit une bonne fois pour toutes. Mon spectacle, une histoire d'argent, il commence de la même manière, il termine de la même manière. Par contre, là, je suis en train d'écrire un nouveau sketch sur les huissiers et un autre sur l'addiction au jeu d'argent. Ah, peut-être que je vais remplacer un sketch que j'ai beaucoup joué sur les milliardaires. Tu vois, je vais trouver... La structure sera la même, mais je peux, jusqu'au moment où je sais que mon spectacle, je pense que je vais le capter en 2023. Quand je vais le capter, je donnerai la version définitive. Et peut-être que d'ailleurs, je vais additionner tout ce que j'ai fait. Il fera peut-être 1h40 plutôt que 1h10 parce que j'aurais tout mis. Et pour ça, j'aurais dû le jouer 15, 20 fois, un peu en tournée et tout. Et après, on me dit, ouais, voilà, certes, Canal+, ou je sais pas moi, Amazon, j'en sais rien qui l'achètera. Voilà, on prend ton spectacle, on capte à telle date-là. Et moi, dans ma tête, je vais dire quelle version je vais donner. Et je vais travailler cette version-là pour qu'elle soit la dernière. Là où je peux comparer un peu avec le théâtre, c'est que, tu vois, au théâtre, très souvent, le texte, il est figé. Ce que tu travailles beaucoup, c'est la mise en scène. Ouais. Parce qu'en fait, il y a deux grosses manières. Ouais, Il y a deux ouais. grosses manières au théâtre de travailler. Il y a l'écriture, des créations qui est un peu souvent une écriture de plateau. C'est-à-dire qu'on écrit en répétant. Ouais. Ou en tout cas, c'est un metteur en scène qui écrit sa création, tu vois. Et du coup, ce texte-là peut bouger un peu. Ouais. Mais au final, au bout de 6 mois de résidence, il te sort une version définitive, tu vois. Vous, votre résidence, c'est un plateau. C'est le Kevin de nos plateaux. Ouais, mais nous, il n'y a personne. Oui, mais en soi, en processus, nous, ces trucs, c'est qu'on travaille devant des gens, mais en soi, c'est la... Mais ça fait une grosse différence quand même. Ah oui, ça fait une différence. Ça fait une les gens, ils différence payent énorme. pendant que ton travail, hein. Bah ouais, Ouais. ça fait une grosse différence, tu vois. Nous, on est tout seuls, et à la fin, on dirait aux gens, c'est bon, on est prêt. Ouais. Là, vous, il y a un truc de je suis pas très prêt. En plus, ça arrive de le voir souvent, quand tu vois des humoristes en rodage, ils sont avec leur petit cahier, bon, je teste un truc, on voit si c'est bon. Après, ça dépend où, toi, on respecte le public. C'est là, il y a les nouveaux comic clubs où c'est payant. Les gens, ils payent 15, 20 balles. Ce soir-là, je vais tester franchement une phrase. Parce qu'ils ont payé 22 balles. Ok. Mais quand c'est un truc au chapeau, ça sert aussi à ça. C'est l'énergie du... C'est comme quand tu vas à un rappeur, il va à un freestyle ou un truc. Ça sert à... Il va en concert, il va pas commencer à tester de nouveaux trucs. Ouais. Par contre, il y a les petits trucs, les trucs, quand il va se jouer en soirée, en boîte, c'est là qu'il peut travailler un petit peu. Je vois. Les comedy clubs servent à ça. Et les gens, ils aiment aussi ça. Après, quand c'est des comic clubs payants, bon, tu respectes le public et tu vas pas commencer à faire 10 minutes de nouvelles vannes qui vont être un peu comme ça. Bah, c'est un peu compliqué. Mais tu vois, je disais que, du coup, nous, c'est figé. Ouais. Ok. Encore plus, d'autant plus quand tu prends un texte qui est classique. Par exemple, là, je travaille sur une pièce qui est classique. Ouais. Le texte, il est déjà là. On va même pas le modifier. Ouais. Ce que nous, on va toucher, c'est la mise en scène. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est parce qu'on en parle beaucoup, mais les gens se rendent pas compte. Surtout pour le stand-up de nos jours. Ouais. Pour des mecs comme... On reprend les noms les plus connus, mais c'est plus facile pour tout le monde. Mais des mecs comme Jamel ou Gad ou Danny Boone et tout à l'époque, tu vois. La mise en scène, ça avait beaucoup d'importance. Ouais. Parce que presque, c'était du sketch. Bien sûr, c'était du sketch. Même Jamel qui était un peu moins là-dedans, mais finalement, c'était pas si loin, tu vois. Là, stand-up d'aujourd'hui, c'est vraiment toi, ton micro, t'es face aux gens. Les gens se rendent pas compte de la mise en scène. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de quelle importance ça a en vérité? Il y en a. En fait, elle est plus minimaliste, elle est plus discrète, mais elle est là. Et tu prends quelqu'un comme Haroun ou Blanche Gardin, t'as l'impression qu'ils bougent pas, mais bizarrement, ils arrivent quand même à transmettre des trucs parce que la gestuelle, c'est un gros plan. Au théâtre, il n'y a pas de gros plan. Notre visage, quand tu regardes un truc à la télé ou dans un comedy club, tu vois la tête de la... Donc, tu peux plus jouer avec ça. Chaque mouvement fait partie de la mise en scène. Donc, c'est très minimaliste, mais c'est quand même très important. Moi, j'ai des moments que je fais des trucs avec le micro, où je tourne une fausse barbe. Donc, c'est des trucs qui ont l'air... c'est bien calé dans le truc. Ça s'appelle un act out, en fait. D'ailleurs, en stand-up, on appelle ça un act out. En général, une vanne, pour théoriser, c'est un prémisse, un développement, un act-out, une punchline. Donc, et l'act-out, il est hyper important. C'est ce moment de jeu qui fait que si je te dis que je suis un enfant de 7 ans, j'ai juste changé ma voix et changé ma posture et tu vas vraiment voir un enfant de 7 ans. Ok. Et donc, elle est là. On dit des trucs, on arrive, on est tout seul. Donc,
les gens disent le stand-up c'est juste un micro et une voix, c'est pas vrai. Parce que dis-toi, c'est comme si tu regardais un film et quand je te raconte une histoire, je dis que je suis dans un bar et tout, tu me vois dans le bar, tu rentres dans le truc, c'est que la mise en scène que j'ai mis, elle t'est rentrée dans... C'est beaucoup les mots, mais c'est la gestuelle qui fait que tu vas rentrer dans ce bar. Ouais, je me souviens, il était 3h du mat, la meuf elle me dit ça. Et là, ils vont voir le truc. Parce que la gestuelle, elle va te permettre de voir le truc. Ça veut dire ce que tu me dis, c'est que tout est calculé en vérité. Tout est calculé. Il n'y a rien au hasard. Rien n'est au hasard. C'est-à-dire que chaque fois que tu vois les en fait, c'est ça la particularité du stand-up et de l'humour, c'est qu'on doit avoir l'air comme si on improvisait tout. En fait, les gens ils pensent qu'on est comme ça, sauf que mais c'est comme la danse en fait. Quelqu'un qui danse hyper bien, c'est parce que tu danses, qui fait qu'il a l'impression qu'il danse, il fait ce qu'il veut, il a l'air à l'aise, c'est parce qu'il connaît ça. C'est par cœur. Plus tu connais ton texte et ta maîtrise par cœur, plus t'as l'air à l'aise. À chaque fois, je sors de scène, je fais ouais, c'était de l'impro ça. Ouais, c'était de l'impro. Oui, bien sûr. Ouais, c'était de l'impro, bien entendu. C'était pas de l'impro. Ou même si c'était de l'impro, c'est parce que j'ai tellement vécu cette situation-là qu'aujourd'hui je sais comment la truc. Et on doit toujours avoir l'air d'être et ton pote et un comédien. Donc on est toujours entre... C'est ça qui rend le truc intéressant et en même temps un peu difficile, c'est que... Mais moi, je pensais pas autant, tu vois, tu m'éclaires vraiment sur la mise en scène, c'est que je pensais pas autant que, comme tu me dis, par exemple, on voit... Moi qui regarde beaucoup de stand-up, je vois souvent les mecs parce qu'ils ont des micros, pour ceux qui ne connaissent pas, Ouais. ils ont des micros sur des socles et qui se vissent en fait, Ouais. pour les baisser ou les agrandir. Et souvent, tu les vois resserrer un peu, tenir le micro comme s'il était... Ouais, bien Ça, évidemment. c'est joué en fait. Évidemment. Souvent, on demande un tabouret. Moi, j'ai un sketch où je fais un tribunal. J'ai juste un tabouret. Mais tu rentres dans le truc. Je fais... Tac, t'entends le tac, 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 le marteau du gars. Je m'assois. Ok, on est dans un tribunal, là. Après, je fais mes trucs. Et c'était très minime. Mais notre travail, c'est ça. C'est avec très peu, arriver à faire entrer dans le... Ce serait plus facile si je faisais ça, j'avais un décor qui arrivait. Mais on n'a pas ça, on fait du stand-up. Donc, il faut qu'avec nos peu de mots et nos peu de gestes, on rentre dans le truc. Mais alors là, c'est là où vraiment, je sais pas comment dire, je vais pas te valider, mais là où il y a vraiment des similitudes très fortes avec le théâtre, c'est qu'en vrai, au théâtre, ce qui se passe vraiment, c'est dans les actes minimalistes. Bien sûr. Tu vois, je raconte souvent aux gens, j'en parle souvent avec des amis et tout, mais tu vois, quand moi je suis sur scène, je joue un personnage, et imaginons mes cheveux me grattent. Ouais. Si mon personnage ne se gratte pas, je peux pas me gratter. Ouais, bien sûr. Parce que sinon, ça veut dire quelque chose. Évidemment. Tu vois, c'est à ce point-là de détail. Évidemment. Et moi, je pensais pas que pour vous, c'était autant. Mais évidemment. Tu vois. Bah, un truc tout bête, la truc de base, c'est que le public, il pense toujours qu'on les regarde. Ouais, tu me regardes, mais jamais. Ils pensent, mais non. Ouais, de ouf. On voit rien. Mais on donne l'impression de vraiment être là, alors que c'est du jeu. Mec, je te vois pas. Mais je fais comme si je te parlais réellement. Donc c'est minimaliste, mais... Et du coup, pour indiquer aux gens, quand vous voyez des stand-uppers dire allume la salle, c'est parce qu'en fait les éclairages font que vous êtes dans le noir. Au théâtre, c'est pareil, on vous voit pas. On voit pas les gens. On voit pas les gens. Il y a 10 ou 1000 personnes, on voit pas. Ouais, on voit pas. C'est un mur noir devant nous en ça. vérité. On voit genre le premier, deuxième rang et derrière on voit pas. Mais comme on sait que le regard est important, on donne des faux regards pour que les gens aient l'impression de croiser notre regard et ils rentrent dans l'histoire. Et par exemple, j'ai un moment où je fais un sketch où j'ai mis Jeff Bezos qui est devant 1,7 million de personnes. Je parle comme si t'es devant 1,7 million de personnes. Mais il n'y a pas 1,7 million de personnes. Ouais. Il y a des endroits où il n'y a personne. Ouais. Mais ça rentre les gens dans le truc. C'est vraiment les petits détails qui font que... T'as jamais pris de cours de comédie ? Non. Enfin, il y avait un cours peut-être au tout début, parce qu'en fait, dans mon resto, il y avait des cours de comédie, et j'écoutais, en fait, les cours. Vous voyez comment ils faisaient un petit peu. Mais, et c'est aussi pour ça que je joue beaucoup, c'est que ça me permet et je me réécoute et je me filme, de modifier moi-même, de regarder, enfin, putain, j'étais nul, pourquoi ça marche pas? Mais oui, pourquoi je vais à gauche? Je devrais aller à droite. Donc, je le fais un peu moi-même. C'est l'avantage qu'on a de pouvoir beaucoup jouer aussi, c'est que chaque humoriste est toujours son téléphone sur le côté, et tac, on écoute, il y a trop de mots là, il y a trop de trucs, et on réécoute, on modifie. Ok. Parce que ça, comme ce que tu me racontes, c'est un vrai travail de comédien, tu vois, oui. d'acteur. Et je me dis, moi j'ai beaucoup de mal avec les écoles, ça, les cours et tout, tu vois. J'aime bien, c'est parce que moi j'ai appris comme ça, mais j'aime bien apprendre sur le tas, tu vois. Après, il faut quand même se perfectionner, mais j'aime bien apprendre sur le tas. Et je me dis que justement, tout ce que tu me dis, et ça, là, je vais faire référence aux toutes les... ça fait 10 ans que tu es dans le métier, tu le sais, toutes les nouvelles écoles du stand-up. Ouais.
Est-ce que tout ce que tu me racontes là, ça s'apprend vraiment dans une école? Ou est-ce qu'il faut être sur scène tout le temps? Est-ce que vaut mieux pas être 30 fois par mois sur scène que prendre des cours pendant 6 mois dans une école? Alors, ouais, le truc, c'est le problème, c'est que tu peux pas, quand tu commences, tu vas galérer à être 30 fois par mois sur scène. À part si tu as un esprit entrepreneur et que tu crées toi-même tes propres, moi ce que j'ai, tes propres plateaux. Mais tu vas pas pouvoir tout jouer. Ta pote qui vient de commencer, elle va jamais pouvoir jouer 30 fois. À part si elle devient vraiment très pote avec les mecs du No Name, là, je sais plus comment, au Clairefontaine. Mais en fait, l'école va te permettre de gagner du temps. Tu vas gagner du temps en observant. C'est du réseau, mais ça reste comme une école de commerce un peu, où tu vas apprendre du contenu, mais tu vas apprendre de l'industrie. Moi, par exemple, je bosse avec Shirley qui a une école qui s'appelle le Campus. J'ai intervenu là-bas. Les élèves, ils ont appris des trucs et ils gagnent du temps. Aujourd'hui, ces élèves-là, ils commencent à gérer des plateaux, ils savent programmer, ils ont écrit une équipe ensemble et qui font des petites tournées ensemble. Ça sert à ça aussi. Okay. Ça sert à créer ce côté un peu équipe que tout seul, si t'as pas la grinta, tu vas galérer en fait à avoir. Okay. Ça dépend de ton profil. En fait, il y a des gens, c'est comme des gens qui peuvent pas aller à la fac parce que sinon ils feraient rien. Ils préfèrent aller en école parce que sinon ils ont besoin d'être cadrés. Ouais. Ça dépend de ton profil. Si t'es un débrouillard à fond, tu peux le faire tout seul. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin d'être entourés. Et c'est un métier quand même, surtout maintenant qu'il a tellement évolué. Moi, honnêtement, je pense que après, faut pas faire non plus 5 ans d'école, parce que je pense que... Parce que, en plus, en école, là, avec le Barbès, par exemple, on a... de Charlet, c'est Yacine Bellous qui s'occupe de la direction et tout. On a pour objectif que le gars, il sort et qu'à la fin de l'école, il gagne déjà assez d'argent pour avoir remboursé son école. Parce qu'en fait, il va jouer, écrire plus vite, il va avoir des gens plus intéressants, donc ça va être un humoriste plus vu. Et il va pouvoir... Au bout de quelques mois, il faut qu'il puisse avoir suffisamment d'opportunités pour pouvoir payer son école. En vrai, ça va même pas lui coûter de thunes. Mais il va gagner du temps. Tout seul, ça dure combien de temps le campus, par exemple, au Barbès? 4 ou 6 mois, je crois, on va faire. C'est quand même une formation courte. Ouais, parce qu'il faut qu'il aille vite de le truc. Mais ils ont des cours d'anthropologie parce que nous, là, on a un tournoi du stand-up qui est. Il y a de plus en plus de gens qui y vont. Maintenant, tu vois, les gens de 50-60 ans dans les salles de spectacle. Et c'est que le début. Les comedy clubs, ils s'ouvrent un à un, ils sont tous blindés. On a la chance. Mais ça va tenir. Moi, c'est le producteur qui parle. Uniquement si les humoristes sont bons. Il faut des mecs forts, des meufs fortes, et pas des gens qui répètent les mêmes trucs. Donc c'est pour ça que les très bons humoristes en général, ils sont âgés, parce qu'il faut une expérience de vie, il faut qu'on leur fasse gagner du temps en observant. Ouais, mec, cette vanne-là, oublie. Tu vas pas commencer à faire tes 10 premières minutes sur le métro, on s'en bat les couilles. Ça a déjà été fait. Tu vas faire ce que tu veux, hein. Mais quel angle? Toi, trouve des angles, sois plus profond. Parce que le stand-up, l'humour, c'est universel, et plus ton regard, pourquoi Louis Chappelle, il est bon? Son regard, il est aiguisé par rapport à son âge. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a commencé jeune. Donc il a fait l'apprentissage du terrain. Mais quelqu'un qui a 17, 18, 19, 20 ans, qui fait du stand-up, ses premières vannes, elles seront pas ouf. À part s'il a une maturité, ou à part si on lui a donné un peu de conseils. Il y a des cours de journalisme. Comment un peu voir comment c'est vu un peu. Il y a des journalistes du Parisien qui donnent des cours également. Il y a des cours d'écriture forcément, des cours de production. Comment produire des contenus vidéo. En fait, on leur fait gagner du temps pour qu'ils ça devienne des pros rapidement. Parce que l'époque de production, elle est terminée. Les gros mecs, à l'époque comme Jamel et tout, ça va être plus difficile aujourd'hui de signer un artiste. On est à une époque où tout le monde va être indépendant. Mais pour être indépendant et pour pouvoir en vivre, moi j'aimerais que j'ai créé une boîte de production dans laquelle je donne des cachets à pas mal d'humoristes. Nordine Gonzo par exemple, ma boîte elle a permis, je pense, de devenir intermittent. Il faut que... Mais je veux pas produire. On a de moins en moins de gens qui voudront produire des artistes. Moi j'aide des artistes, mais je veux pas les produire. Tu peux te débrouiller, mais il faut que tu aies compris comment le game il fonctionne, comment la SADD ça fonctionne, comment le CNV ça fonctionne, comment la gestion d'intérêt, comment ça fonctionne, c'est quoi une licence de spectacle. Et on apprend tout ça aux humoristes. Comme ça, il peut se débrouiller. Du coup, ça va au-delà de la scène en vérité. Mais bien sûr. Ces écoles-là, ça va au-delà de la scène. Mais parce qu'on est des entrepreneurs, un artiste, c'est un entrepreneur. Si tu veux pouvoir en manger assez rapidement et en vivre, parce que sinon c'est dur. Si tu vas avoir des gens qui ont des millions de followers, vu qu'ils sont pas très forts en admin, derrière à la fin du mois c'est dur de payer le loyer, d'acheter un appartement, parce qu'il faut connaître ce cadre-là. Mieux vaut un mec qui est moins connu, qui sait bien gérer cette partie-là, qu'un mec très connu qui sait pas du tout gérer. Hein. Ouais, mais là tu rentres dans un truc qui est vraiment compliqué à faire entendre aux gens, c'est que les gens pour les métiers artistiques, quels que soient les métiers en vérité, hein, que ça soit la peinture, le théâtre, le stand-up, la musique, ils voient que les gens connus et de plus en plus à cause de notre génération, ils voient que les followers. Il faut savoir qu'en vrai,
90% des gens qui composent ces métiers-là et qui en vivent sont des gens inconnus. Grave. Même plus, 95%. Grave. Et les intermittents du spectacle, je sais pas, on doit être 35 000, je crois, en France, un truc comme ça. Ouais. On est 34 900 à pas être connus, en Ouais, vérité. bien sûr, Tu vois. évidemment. Et ça, faut que les gens le sachent, qu'on Ouais. peut vivre de son métier sans être... Sans être une resta. sans Et être- aujourd'hui encore plus. Et franchement, c'est même cool, je trouve. Avant, t'avais pas le choix. Si tu faisais pas les trucs, les émissions de télé de Patrick Sébastien ou je sais pas quoi, à l'époque, c'était la seule manière pour être connu. Bah maintenant, non. Maintenant, tu peux vraiment vivre. Vu que le marché grandit, la culture continue à se développer, tu peux vivre ton métier sans être une rosta. Hmm. Et vraiment bien en vivre sans être une rosta. Mais il faut être un peu organisé. Ouais. C'est par contre, il faut que tu saches gérer tes bails. Pour parler d'un peu d'écriture, Ouais. avec tout ce que tu me dis, parce que moi ça me... Vraiment, il y a un truc qui me questionne profondément. Dis-moi. C'est, ça fait 10 ans que tu es dans le métier. Ouais. Tu as vu des humoristes avant de toi-même en faire et avant de les produire. Tu as produit d'abord. Là, tu donnes quelques cours, mais du coup, tu observes un peu tout ce nouveau vivier humoristique qui fait que grossir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir humoristes. Comment, et tu me parlais de l'efficacité de son écriture et tout, comment on fait pour rester encore à niveau 10 ans après, sachant qu'en plus, ça reste du spectacle vivant, du coup c'est des temps longs, et que un spectacle que tu bosses, que tu vas jouer, je caricature un peu, hein, mais 5 minutes par 5 minutes, 20 fois, en vrai c'est un spectacle qui va durer 3, 4, 5 ans parfois. Ouais. C'est-à-dire que tu dois te renouveler au bout de 5 ans. Beaucoup plus rapide. Maintenant, il faut que tu te renouvelles au bout de 6 mois. Mais un spectacle, quand Ah, t'as un un spectacle en entier. en Tu entier. dis- Ah, pardon, tu m'as déjà dit en 5 minutes. Non, je disais que tu rôdes ton spectacle 5 minutes par 5 minutes, Ouais, ouais, grosso modo, que ouais. tu vas jouer 10-15 fois. Du coup, avant d'avoir ton 1h30, tu vas peut-être mettre 1 an ou 2. Ouais, Et une fois que tu as ton 1h30, Ouais. tu vas le jouer pendant 2-3 ans. ouais, c'est ça. Du coup, quand tu vas devoir changer de spectacle, Ouais. tu auras déjà joué 5 ans. Ouais. Au bout de 5 ans, le monde a changé. Toi, tu étais dans ta bulle avec ton spectacle qui a marché, j'espère bien, tu Ouais. vois. Là, tu ressors dans le monde, ça a encore bougé, tu dois encore te renouveler. Ouais. Comment on fait pour rester affûté à ce niveau-là mentalement? Et dans son écriture, du coup. Moi, là, c'est mon 3e spectacle actuellement. Donc, j'ai eu Storyteller le premier, Amour, et là, c'est une histoire d'argent. Et je suis déjà en train de penser au suivant. Je sais ce que ça va être. L'avantage que j'ai, c'est que j'adore écrire, j'adore lire et je suis très curieux. Donc, l'écriture, c'est ce que je préfère le plus. Mon spectacle, là, celui actuellement, qui joue, qui se passe bien, je touche du bois, et je l'ai écrit pendant le confinement en un mois. J'ai une capacité à écrire très rapidement. Et en fait, j'aime bien thématiser. Le prochain, ce sera sur l'enfance. Celui d'avant, c'était sur l'amour. Celui-là, c'est sur l'argent. Je thématise, en fait, ça me permet... Je parle pour moi, après, chacun est différent. Bien sûr. Un spectacle, je vais l'écrire en entier. Je vais l'améliorer en plateau, assez rapidement. Je suis assez créatif, je regarde beaucoup de choses. Je m'inspire de séries télé, d'œuvres d'art. Et après, je crée un produit, mais il est prêt assez rapidement, en fait. Donc, comment on dit. Et vu que je joue beaucoup et que j'ai plus peur de la scène, au bout de 15 fois, mon spectacle il est fini. Donc j'ai joué 15 fois, il sera... Là, la version est quasiment terminée. Et je pense que je joue jusqu'à la fin de l'année. Et j'ai pris déjà mes dates en Suisse, le 24, 25, 26 novembre, je joue à Genève, j'ai joué le nouveau spectacle. Ah ouais? Et je n'ai même pas encore écrit une ligne. J'ai pas encore écrit une ligne. Mais je pars là 2 mois, je vais l'écrire. Je sais que ça va être comme ça. Donc ça, c'est ma manière. Et en fait, c'est l'adrénaline, c'est le kiff de ok, faut que j'ai un spectacle qui tourne bien, je vais le capter pour qu'il devienne une œuvre intemporelle, que les gens puissent le voir. Mes 2 premiers, ils sont sur YouTube gratuitement. Celui-ci, bon, peut-être qu'il aura une autre. Comme je commence à être un petit peu plus connu, il y a des gens qui sont un peu intéressés pour l'acheter. Donc, quoi qu'il arrive, en tout cas, il sera sur une plateforme ou sur, je sais pas, on verra. Mais je suis déjà en train de penser au next move mais je kiffe encore jouer celui-ci, mais je sais qu'il va pas être. Il faut que je me renouvelle. C'est comme un gars qui fait plein de chansons et qui va faire 2 albums avec, tu vois ce que je veux dire. Mais marketingement, il va mettre ces chansons-là. Là, j'ai des vannes que je commence à trouver maintenant qui iront pas dans ce spectacle, elles iront dans le suivant. Alors, je vais poser une question que j'aurais pu poser, comme tu dis, à un mec qui fait de la musique ou à d'autres gens à beaucoup d'artistes qui pensent au move d'après. Ça arrive souvent en vérité. Mais c'est toi qui prends, vu que c'est toi qui es là. Comment être sûr qu'on va être pertinent, sachant que, sans faire trop de philosophie physique, mais t'es pas encore dans 6 mois. T'es pas encore en novembre. Peut-être que ce que t'as en tête là, ça sera plus pertinent dans 6 mois. Parce que le monde aura changé, parce qu'il sera passé des trucs, parce que les gens auront changé d'état d'esprit. Ouais, mais c'est la manière dont j'écris.
C'est anthropologique, c'est-à-dire que c'est intemporel. Ok, je vais compléter. Excuse-moi, je te coupe avant que tu démarres vraiment ta Vas-y. réponse, mais imaginons, 6 mois avant MeToo, Ouais. t'avais déjà pensé à un spectacle sur les femmes, Ouais. avec plein de vannes un peu sexistes et Ouais. misogynes, ok? Personne aurait pu prédire MeToo et Bien sûr. Weinstein. Personne n'aurait pu prédire. Même pas 6 mois, c'est trop long. Ouais. 3-4 mois. Ouais. T'avais déjà prévu tes dates en Suisse et tout. Pam! MeToo. Pendant 2 mois avant que tu joues, sur Internet, tout le monde Ouais. est là-dessus, ok? Toi, t'as déjà pensé à tes vannes, t'es déjà parti 2 mois en résidence, t'as écrit ton spectacle en entier, t'as déjà 6 dates de prévues. Comment on fait? Tu vois ce que je veux dire? Si t'as un spectacle entièrement misogyne, c'est que c'est toi un problème déjà. Bon, déjà, mais C'est que t'as un problème. Mais tu si vois ce que je veux il y a dire. quelques vannes, bah tu modifies. Là, Charlet Soignon, elle venait voir mon spectacle avant-hier. C'est une humoriste, peut-être que tu connais. Ouais, bien sûr. Une pote à moi. Et mon spectacle, elle kiffe et tout. Elle me dit, il y a cette vanne-là. Ouais. Et ben en fait, ça continue à modifier. Toi, si c'est un truc, je peux le changer. Toi, je peux le bouger. Ce serait vraiment cataclysmique si. Et s'il y a vraiment un moment où il y a un bordel mondial, et ben mon spectacle n'aura même pas de partie. Non, s'il y a un confinement, mon spectacle, je vais même pas le jouer. Mais la manière dont j'écris, c'est pour ça que j'aime aussi l'humour, c'est que l'amour dans un spectacle, c'est universel. L'argent, c'est universel. L'enfance, c'est universel. Je peux pas. C'est inconscient. En même temps, c'est peut-être le fait que je sois producteur et que j'ai une vision un peu du marché. Je vais avoir du mal à créer un truc qui est que sur une période et qui peut se démoder. Qui est trop clivant. Ouais, déjà trop clivant, ça fait pas partie de ma manière d'écrire. Ok. Il y a des potes à moi, ce qu'ils font, Ouais. c'est pas du tout ma manière d'écrire. Moi, toi, là, vendredi, je joue mon spectacle. Il y a une classe de 20 lycéens de 15-16 ans qui sont dans la classe. Des petits gars d'un lycée professionnel et tout. À côté, t'as des darons 65 ans. Ça, c'est mon humour. Ok. C'est-à-dire que, en fait, les gens, ils apprennent plein de trucs. C'est bienveillant. Tu peux emmener, il y avait des meufs voilées, il y avait des darons avec leurs enfants. Pas grave, tu peux venir. Il y a peut-être des mots parfois et tout. Mais la manière dont je suis assez consensuel. Je suis pas consensuel juste pour pas avoir d'embrouille. Je suis juste. Je suis universaliste un peu, toi, dans la manière de penser le truc. C'est ton état d'esprit à la base. C'est mon état d'esprit à la base. Ouais. Donc, c'est vrai que je pense même pas je peux avoir de problème, même la manière dont j'ai. Et ça fait que d'ailleurs, on m'appelle aussi beaucoup pour ça. C'est qu'on sait que. Je pense pas de problème. Mais c'est pas genre, je suis un bolos, c'est pas ça du tout. C'est que. Je sais pas. J'ai pas cette. J'ai cette rage, c'est surtout sur la justice, mais ma manière de travailler, elle est différente. J'intègre bien la tête des gens. J'ai la rage de plein de trucs. Adama qui est mort, c'est un petit de chez moi. J'ai la rage de plein de trucs, mais j'ai pas le head brut frontal parce que je pense que c'est pas ma manière de bosser. Par contre, je vais être à l'intérieur. Je vais créer des clubs d'échecs autour du truc. Je vais faire les trucs que je peux avec Assa. Mais j'ai pas besoin d'être revendicateur. Ça fait que je suis tranquille parce que j'ai une vision assez long terme et donc je pense même pas à ça. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Du coup, forcément, tu penses quoi du discours qui est l'artiste doit forcément, en tout cas, il a comme idée de devoir faire réfléchir les gens. Ouais. Il a comme idée de devoir être porte-parole, porteur d'un message. Il a comme, tu sais, il n'y a pas très longtemps en plus, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid et tout, on a reproché beaucoup à tous les artistes en vrai, de tous bords, tu vois, c'est une question qui revient beaucoup en ce moment, j'ai l'impression, on vous entend pas assez, tu vois, avec tout ce qui se passe politiquement, avec le Covid et tout, socialement et tout, on vous entend pas assez, vous êtes où? Parce qu'on a dans l'idée que les artistes, ils doivent être, tu vois. Toi, avec cette manière-là, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on te fait souvent là aussi la remarque de « Ouais, mais toi, certes, t'es trop gentil, frère. » Ouais, on peut l'entendre. Je pense que déjà, c'est une personnalité. Tout le monde n'a pas la même personnalité. Mais déjà, notre taf, c'est la scène. Les gens qu'on invite sur les plateaux télé alors que c'est pas leur taf, il y a une chance sur deux que ça se retourne contre lui. Et on n'est pas bête. Je vais me foutre à BFM TV, j'ai une chance sur deux de me faire défoncer, que ma face, je suis pas teubé. Donc, notre taf, c'est la scène. On joue 35 fois, 40 fois par mois. Tu veux entendre ce que j'ai à dire? Viens. Tu vois ce que je veux dire? Viens, va voir le spectacle. Si tu veux entendre un mec, écoute ses chansons. Je sais plus qui disait ça. Ouais, j'ai rien à dire en interview, j'ai dit tout dans mes albums. Notre taf, il est là. Donc, après, il y en a qui vont parler, pourquoi pas, mais c'est pas notre taf de base.
Ok. Tu vois, c'est pas mon taf de base. Je le fais un peu plus, là, bah, tu vois, là, on discute. Mais parce que je me sens aussi bien, à l'aise, et parce que je sais qu'on va pouvoir discuter, et si les gens qui écouteront, ils entendront un peu le message. Euh, donc, j'ai un peu cet état d'esprit-là. Après, je pense que dans toute cause, dans toute fight, moi, j'ai un gros fight sur l'injustice et sur les jeunes. Je bosse beaucoup, je préside 2 associations, un club d'échecs pour les jeunes de banlieue. J'ai un projet qui s'appelle Ma Cité va mater, dans lequel on fait jouer des cités entre elles. Et là, j'organise avec les petits un tournoi à la Tour Eiffel. Donc, je fais mes trucs dans le terrain. En fait, il n'y a pas besoin de parler. J'ai pas besoin de parler. Dieu me voit, la vie me voit, et je fais ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin de mettre en avant. Il y a des gens qui ont besoin, mais d'autres, c'est les gens du terrain qui parlent. Les politiciens, ils parlent beaucoup, hein, surtout dans la télé. Hein. C'est pas les gens qui agissent le plus. Hein. C'est vrai. Une société, c'est le climat de scène, c'est des petites associations de quartier, c'est eux qui. Alors on les voit pas, eux. Hein. Et j'ai un peu cet état d'esprit-là. Ok. J'ai pas besoin de se montrer. De revendiquer. et Non, tout, pas ouais. besoin. Après, je dis pas que c'est pas utile. Il en faut. Toute cause, il faut. Comme on dit, pour la cause, par exemple, des Noirs aux États-Unis des années 60, il fallait un Martin Luther King et un Malcolm X. C'est vrai. Il faut le mec qui a la vision un peu long terme, et il faut celui qui défonce. Ouais. La Révolution française, il faut celui qui coupe la tête du roi et celui qui crée la Constitution. Ouais. Pour toute cause. Clairement. Moi, je serais plutôt celui qui crée la Constitution. Ok. Je serais pas celui qui couperait la tête du Et roi. tu fais partie de la révolution quand même. en Mais vrai. tu fais partie de la Ouais, révolution. je capte très C'est bien. juste qu'on te voit pas, mais t'en Mhm. fais partie. Ouais, je capte très bien. Tu vois, et chacun sa place. En fonction de ce que la nature t'a donné comme énergie, chacun sa. Ok. C'est tout, Archi clair. je pense. Tu m'as dit que là, tu vas partir 2 mois en résidence Ouais. pour écrire ton nouveau spectacle. Ouais, je vais partir. Du coup, t'écris très vite. Quand l'idée elle est là, après, c'est écrit très vite. Là, tu vas taper 1h30 en 2 mois de spectacle. Franchement, ouais. Tout seul. J'ai déjà hâte de. Ouais, ça, j'ai déjà. Tu pars tout seul quand c'est comme ça. Ouais, là, je vais me barrer la semaine prochaine. Je pars au Portugal 3 jours parce que je dois écrire un nouveau sketch. Il y a beaucoup d'émissions de télé aussi, ça nous force à. Comme ils nous demandent toujours des contenus différents, ça nous force aussi à. On est obligé d'écrire aussi régulièrement. Il y a ça qu'il n'y avait pas aussi avant. Hein. Ok. Maintenant, avant, Superman Noir de Andy Joel, il pouvait tourner longtemps. Maintenant, rapidement, t'es obsolète parce que ton sketch il a trop tourné, parce qu'il y a les réseaux sociaux, donc il faut que t'écrives un nouveau. Paul Mirabel qui a fait un carton avec son sketch de Montreux, il refait pas de capta tout de suite parce que il faut qu'il attende d'avoir un nouveau 5-7 minutes très costaud. Donc je vais partir pour écrire ça. Et ouais, tout seul. Mes 2 premiers spectacles, je suis parti tout seul, j'ai écrit. Comment tu fais pour savoir si c'est bon ce que t'écris? Plus t'avances et plus tu connais ton style d'humour. Ok. Il y a 2 choses. Déjà, tu es plus sûr de toi, donc tu te filtres beaucoup plus facilement. Ok. Si c'est un métier. Donc si tu sais que si t'as écrit une chanson qui est claquée, tu le sais. Si t'as écrit plein d'albums, je pense. Après, ça veut pas dire que tu vas pas la mettre parce que ça peut être un banger ou je sais pas quoi. C'est encore autre chose. Hein. De ouf. C'est encore autre chose. Mais tu sais. C'est ça, là, ce qu'on appelle l'expérience, quoi. Plus tu avances, mieux t'écris. C'est pour ça, la plupart du temps, quand tu entends des sons à toi ou des textes à toi de ton début de carte, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Parce que t'écris mieux aujourd'hui, tu réfléchis mieux. Là, tu m'as parlé de... Ça m'a fait un éclair dans ma tête quand tu m'as parlé de Paul Mirabel et tout, et de son sketch et tout. Et tu me disais que, du coup, la télé et tout, en plus, toi, comme t'es producteur et tout, du coup, forcément, t'es encore plus dans le vif du sujet, et t'es forcé à produire de ouf. Et tu m'as parlé d'Andy Joel, t'as fait une corrélation tout de suite. Tu vois, un mec comme Andy Joel, c'est un mec entre ses spectacles. Là, il vient de démarrer son troisième spectacle, là. Son troisième. Ouais. T'imagines, ça fait 15 ans on le connaît, Ouais. le mec. Mais bref, entre-temps, bon, lui, tu le vois un peu, c'est comme Eboué, tu les vois parce qu'ils font du cinéma. Ouais. Et encore, je crois qu'Andy Joel, récemment, il s'est mis de côté. Entre-temps, tu les vois up. Ouais. Comme Jamel, comme Gad, il tourne maintenant au plateau. Gad, Il commence à tourner. Mais il y a beaucoup de gens, même Blanche Gardin, enfin, il y a beaucoup d'artistes que, entre leurs spectacles, pendant 3, 4 ans, 5 ans, tu les vois pas. Est-ce que toi, ma question c'était, est-ce que toi, quand tu aurais une notoriété vraiment balèze, tu vois, je dis pas que t'es pas connu, mais tu vois ce que je veux dire, genre au niveau, tu vois. Déjà, les superstars comme ça, il n'y en aura plus. Hein. C'était une autre époque. C'est fini. C'est la télé qui a créé ces stars-là. Personne ne regarde la télé. Maintenant, chaque téléphone est différent. Il y a des gens qui ont 3 millions de followers, je ne sais même pas qui c'est. Ah, parce que ça n'existe plus. Les Jamel, Florence Foresti, il n'y en aura plus vraiment. C'est des superstars. C'est des superstars. Tu crois qu'un mec comme Fraissinet, par exemple, peut pas devenir ça un peu? Je pense qu'il y a un plafond qu'on ne pourra plus dépasser. La télé qui a rendu ces gens très connus. Ok. J'étais chez M6 là il y a pas longtemps pour leurs 35 ans. Je parlais avec la meuf de la régie pub. Elle me disait, enfin les budgets publicité trucs des télé,
Aujourd'hui, tu peux acheter une pub télé pour pas grand-chose. Parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui la regardent, tout simplement. Ok, je vois le délire. Donc avant, tu vois, quand tu étais petit, il n'y avait qu'une seule chose, il n'y avait pas Internet. Tu te mettais devant la télé, tout, il y avait des millions de gens qui regardaient, qui veulent gagner des millions de gens qui regardaient le Jamel Comedy Club, des millions. Aujourd'hui, non. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est que, tu vois, il y a pas longtemps, je suis tombé sur les audiences de koh les dernières. Ouais. koh c'est une émission qui faisait, je sais pas, au début que ça a commencé, 6, 7, 8, Ouais. 8 millions. Aujourd'hui, ils sont à 3 millions 8. Et c'est déjà incroyable. Hein. Et c'est déjà incroyable. Mais en fait, comme tu dis, t'allumes YouTube, t'as 5 youtubeurs qui font ça. Ouais. T'as Squeezie, t'as Cyprien, t'as Norman, t'as McFly et Carlito. Et c'est même pas les mêmes mecs qui regardent. Ouais, donc là, t'as 5 mecs sur Internet qui font les mêmes audiences que TF1 sur une grosse machine. Clairement. C'est un truc de fou. Ouais. Et la différence, c'est que la télé, tu l'allumes, c'est tout le monde regarde la même chose. Chaque téléphone est différent, chaque ordinateur est différent. Donc personne ne regarde la même chose. Donc ça fait que ça crée plein de différentes niches. Et tu peux avoir des très belles carrières. Tu prends un mec comme Haroun ou Roman, c'est des gens qui ont 300, 400, 500 000 followers. Mais c'est pas des millions. Ouais. Mais ils font les tournées parce que... Ah putain. De quoi? Merci. De quoi? Haroun. Oui, Haroun. Mais Haroun, c'est pas une superstar, ok? Haroun, c'est un mec, pourtant, il peut disparaître. Attention, quand je dis pour le très bien, Haroun il disparaît jamais vraiment. C'est un beau. D'ailleurs, on revient à ton point de tout à l'heure. Ouais, voilà ça que j'ai dit. Personne disparaît. En fait, c'est ça aussi le truc, c'est que avant, on sait que il est mort, il a arrêté. Je te le dis dans l'humour, personne. En fait, on a un métier qui est tellement intéressant et varié. On est des auteurs à la base. Aujourd'hui, les humoristes, c'est très demandé. Tu peux écrire des spectacles, tu peux écrire des séries. Haroun il écrit un film, un livre. Okay. On écrit plein de trucs. Moi, je suis en train d'écrire une série. Je suis en train de bosser sur un autre projet. Même si tu vois pas, le gars, il travaille. Okay. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui ne travaillent pas. Même si tu le vois pas. Parce qu'à la base, on est des auteurs. Ouais. Et donc, tu vas... Là, je sais pas, tu dirais Jason, tu le vois pas. Il a bossé sur Rôle. Ouais. Tu vois non, mais justement, je comprends tout à fait. Je suis d'accord avec ça, tu vois. Mais du coup, quand ils sont dans ces périodes-là de taf, quand t'es en train d'écrire une série, quand tu bosses sur Drôle, quand tu bosses sur je sais pas quoi, t'as pas le temps de faire des captas ou tourner en plateau pour aller montrer aux gens. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ah oui. Et dans ce sens-là, est-ce que du coup, t'es obligé d'être dans le marché et de te montrer, alors qu'en vrai, tu sais que t'es pas obligé de le faire? Bien sûr que non. Là, Haroun, il revient en plateau parce qu'il va travailler un nouveau spectacle. Discrètement, il dit pas, il fait ses trucs. Blanche, quand elle a bossé sur le dernier spectacle, elle m'envoie un message, elle dit ouais, je pourrais venir bosser le truc. Et discrètement, elle vient. Quand ils auront besoin, ils vont revenir. Après, toi, tu t'obliges à répondre à cette demande-là et à faire 1000 contenus, à faire 1000 trucs, à bosser. Ouais, c'est deux. Après, c'est des gens qui ont réussi à atteindre quand même un buzz, un moment qui leur permet d'avoir ce choix. Ok. Il faut quand même ça, quand même. Ouais. Il faut être assise pour pouvoir le faire. Moi, je peux pas. Si je disparais pendant 3 mois, je disparais presque tout court. Je peux pas faire. Je suis pas Blanche ni Haroun, quoi. Ouais, ok. Eux, ils peuvent. Est-ce que tu crois que quand tu fais un buzz qui est... En fait, je suis désolé, frère. Parce qu'on discute et j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête. Ouais. Je vais démarrer par ce que je veux dire et je vais revenir sur l'autre après. Mais j'allais dire, est-ce que tu crois que quand tu fais un buzz énorme, là je pense en l'occurrence, le dernier gros buzz c'est Inès Reg. Ouais. Ok, Inès Reg, vraiment, ce buzz fait démarrer sa carrière littéralement. Ouais. Faut savoir qu'elle bossait déjà un peu avant, qu'elle tournait. Elle était déjà là, mais vraiment, ce buzz fait démarrer sa carrière. Est-ce que tu crois qu'avec ce genre de buzz-là, tu atteins le même niveau qu'une Blanche ou qu'un Haroun? Je te parle dans la notoriété. Non, parce que... déjà, Blanche et Haroun, c'est deux choses différentes. Inès, elle est plus connue que Blanche et Haroun. Elle est plus connue parce qu'elle a buzzé à la télé. Ouais. C'est un buzz télé. C'est Marrakech du Rire, c'est encore un des derniers programmes télé qui est regardé par des millions de gens. Donc c'est d'autorités différentes. Après, là où Inès, je respecte parce qu'elle est là depuis un moment, tu vois. Ouais. C'est pas comme si elle venait de nulle part. Ouais, clairement. Tu vois, elle vient pas de nulle part. C'est juste, parfois t'as une chance, un truc qui pète. Et clairement. Je sais plus qui disait cette phrase, c'est que ça prend des années à être connu du jour au lendemain. Ouais. C'est un peu ça. C'est grave ça. Inès, je me souviens, j'ai une affiche chez moi de spectacle où on a joué dans un truc, on dormait sur des lits superposés il y a 5 ans, quoi. Genre. C'est pas non plus il y a très longtemps. Mais il y a encore Marrakech du Rire qui peut t'apporter ça. Ce gros truc qui est quand même un programme national.
Répète ta question un peu. Je vais dire, est-ce que tu vois une meuf comme Inès qui a du Ouais. coup ce buzz-là et qu'après cette notoriété-là, elle pourrait se permettre de disparaître, avec des guillemets comme on Ouais. l'a dit juste avant, disparaître un peu comme le font les gens qui sont vraiment un niveau au-dessus, tu vois. Alors que ça vient d'un buzz presque immédiat. C'est plus dur parce que ta fanbase elle est moins solide. Quand t'as un Ok. buzz, ta fanbase est moins solide. Aaron il a une fanbase, Blanche a une fanbase du coup, solide de gens qui les suivent depuis des années. Donc ça, quand t'as un buzz, c'est comme, enfin, c'est d'un coup, on ne te connaissait pas, donc on n'a pas encore un lien fort. Il y a des artistes qui tiennent avec une petite fanbase, mais des gens, par exemple de Dieudonné, c'est des gens qui le suivent depuis des années, donc ils vont toujours le suivre. C'est ça le plus important à Bah, créer, le plus Je fais difficile. clairement le point avec ma question que j'avais en fait en tête, c'est que je pensais à un mec qui a, pour moi, Et c'est la un des, Tracy Ouais, et la Tracy, il a créé une fanbase. clairement. Il a créé une fanbase. Il est dans le circuit, il est Ouais. sorti du circuit, il a fait des grandes salles, des grands spectacles, Ouais. il a fait de la télé. À une époque, c'était Et c'est maintenant qu'il marche le plus, qu'il fait le plus d'argent, c'est en étant tout seul, parce qu'il a une fanbase. Et c'est un mec que tu vois pas tout le temps. Tu Ouais. vois là, tu vois sur son compte Instagram en ce moment, sur sa chaîne YouTube, il y a rien. Ouais, parce qu'il a fourni du contenu de qualité pendant quand même un bon moment. Il a donné 5 spectacles. Personne n'a jamais donné 5 spectacles comme ça. Il a donné de la qualité. Ça fait que ça a créé sa fanbase et elle tient la route. Et c'est pas une... Et ce que je te disais, c'est que il a sa cible. C'est pas une star. C'est pas une Foresti. Ouais, clairement. Mais il peut remplir des zéniths. Avec ça, Ouais, ça- bah, il l'a fait en plus, je crois. Bien sûr, Ouais. avec Sa communauté. sa communauté, son public, sa fanbase. Est-ce que c'est plus. Toi, vers quoi tu te tournes le Moi, plus toi moi, ça, je préfère ce genre de carrière. Moi, j'adore le fait d'avancer tranquillement et d'avoir des gens qui t'aiment bien solide, ce qui fait que ça te donne un confort incroyable. Tu vas poster un truc, tu vas dire, ouais, les gars, je vais là-bas, et puis, tac, je parlais avec Roman Fressinet il y a pas longtemps, ouais, et il me dit, enfin, maintenant qu'il est tout seul, il était produit avant, maintenant il est tout seul, il me dit, ouais, quand j'ai envie de jouer, mettons ma fanbase, elle est là, je dis, j'ai envie de jouer à Tours, je passe un coup de fil, je dis à mon agent, à mon manager, de trouver une salle, et genre, je poste un truc, les gars, je suis à Tours dans 3 semaines, vous venez? Oui, il va Ils jouer. viennent. C'est trop bien. Tu me rends compte comment c'est trop bien? Tu crées ta propre tournée. T'es plus esclave du game. Tu crées ce que tu fais, tout ça parce que t'as créé une fanbase. Qu'est-ce que toi tu mets en place pour aller vers ce sens-là, du coup C'est Je te- compliqué comme question, Je mais. te parle là, je suis chez toi pour ça, hein, en partie. Je- Mais en partie, en fait, c'est que, j'essaie d'augmenter ma visibilité. En faisant des interviews, des choses comme ça, en mettant plus de contenu en ligne. Je suis pas très bon en réseaux sociaux et tout, mais je joue beaucoup. Toi, le fait de jouer beaucoup, ma manière, c'est d'être, je pense que je dois être l'un des humoristes actuellement de toute la scène qui joue le plus, vraiment. Il y a des mecs comme moi, Pierre Thévenoud, notre génération, personne à ce planning-là. Je veux dire, Gad, il en a pas besoin. Je mets ma manière, mais les gens qui viennent voir mon spectacle, c'est parce que Nordine, il bosse pareil. C'est parce qu'il nous voit tout le temps. Il nous croise, oui, je l'ai vu lui. Et en fait, au bout d'un moment, ça, je me suis même pas rendu compte. J'ai joué pour SNCF il y a pas longtemps en show privé avant-hier, à 10h du matin, putain, c'était chaud. Et la meuf, toi, je vends mon spectacle, et elle dit, ouais, on a une petite surprise pour vous, il y a le spectacle de Certes Matura. J'entends dans la salle, ah, trop cool, je l'aime bien. En fait, je suis pas connu. Mais en fait, on m'a tellement vu que en fait, je suis connu, mais Ouais, tu vois ce que je veux tu dire. Et donc, ma présence, elle est, demande aujourd'hui, Gab, les gens ils ont l'impression de me voir tout le temps. Parce que je bosse tout le temps. Parce que j'ai pas une fanbase incroyable, mais par contre, bah, ça monte petit à petit. Mais C'est ma manière à moi de. Ce que tu dis, c'est vrai, parce que je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que quand Valdi m'a parlé de Ouais. toi, j'ai eu un truc de. Je crois que je connais ce mec. Ouais, mais Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et en plus, c'était trop bizarre, c'était même pas. Je crois que je te connais physiquement ou de nom. Peut-être son nom, peut-être son visage, mais. Ce mec me dit un truc. Ouais, et c'est parce que je fais plein de trucs. C'est parce que je fais plein de trucs. C'est ma manière de. J'ai cette énergie naturelle d'être un peu actif. Bah, c'est ma manière d'être présent. Et mes gens du public, ouais, je t'ai vu parce que je suis venu voir ton spectacle parce que je t'ai écouté sur le podcast, parce que comment dire, parce que je t'ai vu sur tel plateau, parce que t'as fait la première partie de telle personne. Et en fait, ça fait que au bout d'un moment, t'es présent tout le temps. Et puis, plus ces trucs que je produis, ça donne une visibilité un peu permanente. Ok. Tu vois, c'est ma manière de bosser. Tant que je suis pas fatigué, je vais le faire. Après, il y a un truc avec la fanbase, c'est que il faut quand même qu'elle soit assez grosse pour te permettre de vraiment de travailler autant que tu veux. Je m'explique. Imaginons que tu as une fanbase de 2000 personnes, Ouais. solide. Ouais. Quand je dis ça, parce que en fait, les gens, je le dis, ça m'arrive souvent de le dire ici, mais les gens ne mesurent pas à quel point
réunir ne serait-ce que 50 ou 100 personnes qui payent pour toi, c'est une dinguerie. Bien sûr. Donc, quand je dis 2000 personnes, les gars, rendez-vous compte, Ouais. 2000 personnes. Bien en sûr. fait, Non, non, on se rend qui pas veulent payer pour compte. toi. Le problème, qui c'est t'aiment bien. Instagram et les followers Ouais. qui ont enlevé la. Les la gens sont perception fous, des ils gens. se rendent pas compte. Ouais. Et il faut savoir que le taux de conversion sur Instagram, c'est 10% Ouais, pour ceux qui ont de la chance. Et encore. Bref. Donc, imagine que tu as 2000 personnes qui sont prêtes à te suivre de ouf. Tu fais, disons que dans l'année, tu fais 10 salles à 200 personnes. Ouais. Du coup, ces 2000 personnes, ils sont venus te voir. Ouais. Tu peux faire que 10 salles. Tu peux pas en faire plus. Parce que tu n'as pas assez dans ta réserve. Ouais. Du coup, il faut assez de réserve de... Tu vois. Bah, le truc, bon, je vois ce que tu veux dire. Avec ces 2000 personnes, tu feras une grande salle. Je pense que c'est pas, il y a deux publics. C'est quand tu fais une grande salle, là, c'est ta fanbase souvent qui vient, ou des gens, parce que la salle est grande. Et plus d'ailleurs, plus t'as des grandes salles, et plus t'as de chances d'avoir de monde. Parce que c'est à l'Olympia, donc je vais y aller, Ouais. à ce côté-là. Mais, Instagram, faut pas considérer. Il y a des gens qui ont pas forcément Instagram et tout ça. Ça dépend de ton public. D'ailleurs, je me rends compte que plus tu t'es vieux, moins t'as de gens qui ont Instagram. Mais ils viennent quand même voir les spectacles. Ils ont des prescripteurs, c'est Biéredux, c'est d'autres sites et tout. Donc c'est vraiment assez. Avoir un peu de followers, c'est une base cool. Ça te permet d'augmenter tes jauges et d'avoir plus de monde. Mais il n'y a pas que ça. Faut vraiment se dire qu'il n'y a pas que ça. Il y a des gens, ils ont pas... Qu'est-ce qu'il n'y a pas... Jay-Z, il n'a pas Instagram, quoi. Ouais. Ça, je dis pas, mais... C'est vrai. Il s'en bat les couilles. C'est vrai. Il a construit son truc, son travail, il n'a pas Instagram. C'est vrai. Il y a des gens qui n'ont pas Instagram, hein. Moi, je compare ça... Je ne compare pas à Jay-Z du tout. T'inquiète. Mais moi, je compare ça souvent dans la musique... On pourrait dire, ouais, il vendra moins de CD parce que... Non, faut pas vrai. Ouais, c'est de ouf. Mais je compare ça souvent dans la musique à ceux qui font les artistes de scène. Ouais. On le sait pas, mais dans la musique, il y a des artistes, des mecs qui sortent quasiment pas de son, qui ont 2000 personnes sur Insta. Les mecs qui font les tournées des festivals, ils font des scènes, même ils font des tournées de 200, des salles de 200, mais à guichet fermé, ils en font 20 par an. Ouais. Personne ne les connaît, mais ces mecs-là ont un public qui les suivent. Bah, moi, j'ai un peu ce profil-là. C'est-à-dire que j'ai mes scènes, il y a du monde et tout. Mais j'adore la scène, mais effectivement, en delivery internet, ou ce qui est l'équivalent de poster des clips, des choses comme ça, bah, t'en as moins, donc t'as l'impression que t'es moins visible sur les réseaux. Mais genre, moi, je connais des chanteurs. J'ai un chanteur, un pote à moi, qui aujourd'hui fait les premières parties de l'album Ivanov et tout, qui s'appelle Maïlik, qui est très talentueux. Il n'a pas beaucoup de followers. Mais Maïlik, il joue partout. Il est en première partie de Dimo, d'Alban, il fait plein de trucs parce que sur scène, c'est une bête de scène. Ouais. C'est deux tafs différents. Internet, c'est une chose. La scène, c'est une autre chose. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de followers qui sont pas forcément bons sur scène, qui veulent se lancer sur scène. C'est pas le même taf. Alors, ça, on pourra en parler pendant une heure, frère. C'est pas le même taf. On pourra en parler pendant une heure. J'ai vu des Vraiment. fours de millionnaires sur YouTube. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que, et j'en parlais il y a pas longtemps dans un podcast, c'est aussi pour ça que c'est difficile pour nous. Tu sais, comme tu dis, toi, t'es pas très bon sur les réseaux. Même moi, on m'en parle souvent, les réseaux, fais ci, fais ça. C'est pas mon taf, les gars. Tu vois, moi, mon vrai taf, il est, comme tu dis, sur scène, il est à écrire, il a fait des trucs. J'ai bien compris que, en plus, je suis pas vieux, du coup, j'ai bien compris que c'est important et qu'il faut le faire, qu'il faut faire ce taf-là. Bien sûr, tu vois, et je comprends même comme toi, tu vois, je comprends ce que ça peut rapporter et tout, il y a aucun problème. Mais revenons à l'essentiel, moi mon taf c'est pas ça. Ouais, c'est un autre. Mon taf c'est pas faire des vidéos, passer des heures sur des montages, nanana. Non, mon taf c'est être sur scène, en vrai, avec les vrais gens. Bien sûr. Tu vois, c'est archi compliqué pour ça. Et on va conclure. Que je produis des spectacles. Ah, on va conclure. Non, vas-y, continue, excuse-moi. C'est pour ça que je produis des spectacles en live parce que je veux toujours garder ce lien avec le public, c'est ça qui compte. L'adrénaline qu'on a en montant sur scène, on l'aura jamais en postant un truc sur un téléphone, jamais. Clairement. Et il faut pas qu'on l'oublie. Si mon métier c'est ça, je pense que je changerai de métier. Mais tu vois, comme tu dis, on va conclure dans 5 minutes en vrai, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste, tu vois. Mais le problème, je crois que c'est qu'il y a des gens qui ont construit des vraies carrières sur ça. Et t'as des gens qui ont 1 million, 2, 3, 10 millions d'abonnés sur les réseaux, qui sont des humoristes de réseau, si je peux dire, tu vois, et tu me diras si... Mais tu vois, les mecs qui font des contenus, des vidéos, les youtubeurs, pourtant ils sont talentueux, hein, mais les youtubeurs, en l'occurrence, qui ont commencé vraiment à tuer le game là-dedans, et du coup, pour les gens, ben,
pour eux, c'est pareil, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est tellement pas le même taf. Vous faites rire vous deux, vous faites des... Vas-y, c'est pareil. Ah, ouais, j'en ai vu des ratés, hein. On en a vu, hein. Mais tu vois, c'est un mec, un bon exemple. Et c'était intéressant ce qu'il disait par rapport à ça. C'était un mec comme Norman. Ouais. Norman, c'est l'exemple, son passage sur scène est réussi, il est pas raté. Parce qu'il a bossé. C'est ça que j'allais dire. J'ai commencé le stand-up en même temps que lui. Je me souviens, Norman, il jouait son spectacle au Paname à l'époque où j'allais au Paname. Kader Raoul nous faisait jouer 3 fois d'affilée son spectacle. 3. Allez, 19h, 20h, 21h. Le gars a bossé, quoi. Ouais. Et donc, il a fait une salle du temps. Une salle du temps en 4-5 mois, parce que comme il était hyper connu, il avait vendu déjà des dates partout. Bah, par contre, pendant 4-5 mois, il t'a fait quand même malade. Alors que... Mais c'est pour ça que ça a quand même fonctionné. Ouais. Les gens qui pensent que... Parce qu'il y a eu ce travail acharné, et il était avec l'un des meilleurs metteurs en scène de stand-up français. Ouais. Peut-être même si on n'est pas potes du tout, mais l'un des meilleurs. Mais tu vois, c'est ça qu'aussi que les gens, faut que les gens comprennent, c'est que tu vois, comme tu disais, Norman, c'est vraiment un très bon exemple. C'est que Norman, du fait de sa notoriété et du fait des gens sa fanbase d'Internet, c'est un mec qui a presque 10 millions d'abonnés sur YouTube, tu vois. Du coup, ce mec, quand il poste, je vais jouer à Bercy, il en remplit 5 en 20 minutes, en vérité. Mais si c'est claqué ce qu'il fait, il y aura un très gros problème derrière. Bah ouais, tu peux pas duper il va le faire une fois, pas deux. Tu peux pas duper les gens. Tu peux pas duper les gens. Clairement. Les gens sont pas bêtes. Ouais, clairement. Alors sur internet, tu peux. Tu montes, tu modifies. C'est du spectacle vivant, c'est en live. Ouais. Si t'es claqué, si t'as pas le charisme, t'as pas les textes, ça va se voir. Ouais, parce que sur internet, ils sont plus gentils les gens. Ils ont pas payé. Tu fais payer 30, 35, 40 euros une place et c'est pas ouf. Les gens, t'inquiète pas. Ouais, de ouf. Ils vont pas te lâcher. De ouf. Ils vont pas te... Mais clairement. Bah écoute, on va conclure du coup. Ok. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Je t'écoute. La première, c'est ton objet favori. Mon objet favori? Ton labello? Non, un critérium, le critérium. Ton critérium pour écrire? Ouais. T'es un mec du papier. Ouais, papier, c'est le critérium. Ok. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Harry Potter. Les livres Harry Potter, incroyable. C'est de l'écriture de ce truc. La manière tu rentres dans un univers et que tu arrives à tenir des gens pendant autant d'années, c'est l'écriture, la profondeur est incroyable. Je suis d'accord, Harry Potter, c'est ouf. Et la dernière, c'est quelle qualité devrait avoir selon toi un créatif? La curiosité. Faut être curieux, faut que le monde ce soit un terrain de jeu. Tout est intéressant. Apprends, écoute les gens. Parfois c'est pas intéressant. Pour l'instant, ce sera peut-être intéressant plus tard. Faut être curieux. C'est ça, et on a la chance. D'ailleurs, c'est même pas une qualité, c'est indispensable. Si tu veux être un bon artiste, il faut que tu sois curieux. Parce que tout existe déjà. Par contre, on recrée à partir de ce qui existe, et la manière de pouvoir associer et de créer une nouvelle œuvre, c'est de croiser des choses. Donc la curiosité, c'est hyper important. C'est ce que je conseille aux humoristes. Sois curieux. Je sais pas pourquoi, mais regarde ça. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Regarde. Sinon, tu vas faire la même chose que les autres. Clairement. Je suis d'accord, la curiosité, c'est vraiment la base. Même, je dirais, une des bases, vraiment. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invite, c'était très cool. Likez, abonnez-vous, partagez. Je vais mettre dans la description Clairement, je vais mettre dans la description le lien vers ton compte. Ouais. Pour que les gens viennent te voir en vrai. C'est ça qu'il faut. De fou, c'est ça qu'il faut. Que les gens viennent te voir en vrai. Venez en vrai. Vraiment, même si vous voyez rien sur son compte, allez voir en vrai. Faites-vous. Il y a plein de trucs. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que moi, je milite. Ouais. Parce que moi, c'est mon métier aussi. Bien sûr. Tu vois, je milite. En toi, c'est encore plus dur parce que tu fais du théâtre. Tu mets rien sur le. Je mets rien. Tu peux rien mettre. Tu vois, je mets rien. Mais je milite. Venez nous voir. Ouais. Faites-vous. Certes, ça prend du temps. Certes, il faut mettre un peu d'argent et tout. Mais vous aurez passé un moment, vous serez sorti de la routine, vous serez sorti de votre téléphone, venez. Vous aurez créé un souvenir. C'est ça, venez risquer de créer un mauvais souvenir. Ouais, même ça sera drôle avec vos potes, c'est pas grave. C'est quand même un souvenir. Voilà, c'est quand même un souvenir. Donc, je vais mettre tout pour qu'on vienne te voir. Yeah, merci. Et merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Ciao.